Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Bienvenue à vous, Madame, Messieurs. Merci pour la fidélité renouvelée à cette émission. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Dans le décryptage cette semaine, la situation sécuritaire toujours préoccupante au Burkina Faso. Les autorités de la transition sonnent la mobilisation des militaires réservistes. Nous en parlerons avec Rachid Assad Zongo et Stéphane Sanou. Avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, nous parlerons de la suspension de 2 médias français au Mali. Et dans l'édito de la semaine, Soumaïla Rabo nous parlera de l'Assemblée législative de transition dont les membres sont désormais connus. Et le sujet qui fera débat dans 7 jours dans la savane cette semaine, sachez que c'est l'insécurité alimentaire qui est marquée donc par cette flambée des prix des produits céréaliers. Et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Khalifa Zida. Il est le chef du département suivi et évaluation au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Sera également avec nous Marc Gansonré. Il est le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Et enfin, Moumouni Doulkoum. Il est le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix au ministère en charge du commerce. Mesdames, Messieurs, c'était le menu. C'est parti tout de suite et maintenant. Et dans l'actualité cette semaine, la situation sécuritaire toujours préoccupante au Burkina Faso. À l'issue de son premier conseil des ministres vendredi, le gouvernement annonce qu'une stratégie est en train de se déployer sur le terrain. Mais en attendant, les populations font face au harcèlement des groupes armés terroristes dans plusieurs zones du pays. C'est le cas aux alentours de Nounan, chef-lieu de la province de la Kossi, dans la région de la boucle du Moun. Rachid Assad Zongo nous dépeint la situation dans cet élément avant de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau pour en parler. Kombori, Sono, Bourasso, Djibasso, Soin, des localités de la province de la Kossi, dans la région de la boucle du Mouhoun, aujourd'hui quasiment sous contrôle de groupes armés. La commune rurale de Kombori n'existe plus. C'est une localité vidée de ses habitants, constamment attaquée. À Bourasso, à quelques kilomètres plus loin, aucune trace de présence de l'administration publique. Les hommes armés contrôlent régulièrement les usagers de la route nationale numéro 14 qui traverse Nouna, le chef-lieu de cette commune rurale. Et c'est pire pour la commune de Sono, entièrement sous le contrôle des individus armés qui empêchent tout ravitaillement en vivres et tout autre déplacement des populations. Des motos, des tricycles et des minibus sont retirés. L'exemple récent date du 14 mars dernier, l'attaque d'un car d'une compagnie de transport en commun. Sur environ la soixantaine de villages que compte Nouna, la quasi-totalité des écoles y sont fermées. On ne parle d'école que seulement dans la ville de Nouna. La situation est exacerbée avec l'ultimatum de déguerpissement donné hier par des groupes armés aux habitants de plusieurs localités environnantes de moins de 7 km de Nouna. Que va devenir Nouna, cette commune urbaine de la boucle du Mouhoun? La réponse est probablement entre les mains des autorités actuelles. Et comme annoncé, Rachid Assad Zongo est avec nous sur ce plateau. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Kambou, bien le bonjour et bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent actuellement.
Alors, je l'ai déjà dit, la situation sécuritaire toujours préoccupante. On est obligé d'en parler. Vous venez de dépeindre ici la situation du côté de la province de la Kossi, région de la boucle du Moun. L'étau se resserre sur Nouna. C'est le titre de ce récit que nous venons de suivre. Merci Kambou. On va dire que c'est exactement ce qui se passe actuellement du côté de Nouna. Bien d'autres localités en sont victimes, hein, mais particulièrement déjà pour ce qui est de Nouna, c'est bien cela, l'étau se resserre parce que la quasi-totalité des localités environnantes, voilà, sont sous, on va dire, le contrôle des groupes armés. Et ça a été dit dans justement le commentaire que vous venez de suivre. C'est réel, il n'y a pas d'école. On ne parle d'école que pratiquement à Nouna. Il n'y a pas d'administration. On ne parle d'administration qu'au niveau de Nouna. Et bien pire, des installations de télécommunications sont vandalisées. Et à côté de cela, les populations commencent à manquer, on va dire, d'eau. Tout simplement parce que les installations hydrauliques sont également sabotées. Voilà. Donc, pour dire que aujourd'hui, la ville de Nouna commence à être isolée et encerclée par les groupes armés. Je disais que ce n'est pas la seule localité qui est victime. C'est quasiment le même visage, on va dire, pour Titao, dans la région du Nord, qui est voisine, bien sûr, à la région de la boucle du Moun et qui partage, on va dire, la bande frontalière Burkina-Mali. Ce n'est que ces derniers jours, on pourrait remarquer qu'il y a eu des approvisionnements en vivres pour ce qui est en tout cas de cette localité. Aujourd'hui, les localités comme Waiguia et Goursi sont devenues pratiquement des villes-refuges où viennent s'agglutiner les personnes déplacées internes. Et cela constitue, on va dire, un poids à la fois social et économique pour ces localités-là. Quand on s'étend un peu vers la région du Sahel, qui est également voisine, on va dire, à la région du Nord, c'est le même statut, on va dire, pour la ville de Djibo. Là-bas, vous constaterez que pour ce qui est en tout cas des services sociaux de base, on ne sait que dire véritablement. Quand on se rappelle de l'actualité en lien avec la radio, la voix du Soum, cet outil d'information qui est aujourd'hui menacé de fermer ses portes, pour ne même pas dire que ces portes sont fermées, puisque il est difficile en tout cas maintenant de communiquer pour cette radio-là. Les populations manquent de nourriture, le carburant est aujourd'hui devenu excessivement coûteux ou sinon même rare. Voilà. N'en parlons pas du déplacement, puisque les compagnies de transport qui assuraient, on va dire, le service, le transport du côté de cette localité-là, ont quasiment fermé, on va dire, boutique pour ce qui est du transport. Ouais. À l'est, vous avez les ressortissants de la Kompienga, la province de la Kompienga, on a pu le voir au cours de l'actualité de la semaine, qui ont lancé l'alerte comme quoi, si rien ne fait, cette localité qui partage les frontières, on va dire, du Togo et du Bénin, va disparaître de la carte du Burkina. Et les populations, aujourd'hui, se massent au niveau de Pama, le chef-lieu de province. Ce n'est que des zones comme ça, titrées en exemple, citées en exemple, qui, aujourd'hui, sont en proie, on va dire, à l'insécurité notoire. Et je pense que si rien n'est fait, ce n'est pas seulement, comme on a dit, du côté de la Kompienga, que des localités vont disparaître de la carte du Burkina. Bien d'autres localités également seront concernées. Et on espère qu'on ne va pas arriver à cette situation et que nos autorités actuelles, en tout cas, vont agir immédiatement. Agir donc immédiatement. Le gouvernement, à l'issue de son premier conseil des ministres vendredi, a dit qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. À quoi faut-il s'attendre maintenant? C'est vrai que lorsqu'on écoute le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, il est un peu prudent dans la réponse qu'il donne, qu'il avance, à savoir qu'une stratégie est en cours. Cela pourrait rassurer les uns et les autres que nos gouvernants actuels ne sont pas assis, ils ne sont pas insensibles aux cris de détresse des populations et que sur le terrain, même si pour le moment il est difficile de constater des résultats, il y a des choses qui sont faites. Mais je pense qu'on doit pousser les choses encore plus loin parce que déjà au niveau des populations, cela se ressent assez facilement. Il n'y a qu'à voir un peu l'information qui circule à travers la toile. Et là-dessus, moi je pense qu'il urgerait très rapidement de revoir les ponts de ravitaillement. Je pense qu'il serait bien de densifier les ponts aériens. Voilà, les ponts aériens de ravitaillement, du moment que
au niveau terrestre, c'est assez difficile. Ah ouais. Il faudrait penser à revoir en tout cas les ponts aériens de ravitaillement. Parce qu'il y a des villes qui, comme ça, sont quasiment isolées. On ne peut pas accéder parce que par la voie terrestre, c'est pratiquement impossible. Ouais. Alors que ces localités-là, aujourd'hui, peinent à vivre. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Voilà. Je pense aussi que, à côté de cela, la stratégie militaire devrait donner une place importante à la stratégie humanitaire. Pour, on va dire, permettre surtout de créer de nouveaux couloirs humanitaires et renforcer également les couloirs humanitaires qui sont déjà existants. Cela va permettre que les populations qui sont peut-être dans les localités qui sont encerclées, ou du moins qui sont en voie d'être sécurisées, voilà, pensent que, ou voient en tout cas la lueur d'espoir. Autre question que je pense aussi primordiale dans ce sens, la question des volontaires pour la défense de la patrie. Je pense qu'elle devrait également être revue dans la mesure où les récentes attaques qu'on a pu constater indiqueraient que les VDP sont constamment attaqués, alors qu'ils assurent, on le sait bien, la sécurité de leur localité. S'ils sont véritablement, on va dire, des alliés des forces de défense et de sécurité, je pense qu'il urge de revoir le dispositif organisationnel de collaboration avec les VDP. C'est important pour renforcer la lutte contre justement l'insécurité notoire que connaissent un certain nombre de localités. Pour terminer, je pense qu'il serait bien de repenser la collaboration à la fois avec les populations et même, on va dire, avec les médias que nous sommes, pour faciliter, on va dire, l'assainissement de la circulation de l'information, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la désinformation, la mésinformation en cours et constitue également un problème dans la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'en ayant une stratégie, en tout cas, qui permette de revoir la collaboration avec les médias et également les populations, cela va permettre de maîtriser l'écosystème des fausses informations. Je pense que cela pourrait être des pistes pour aider nos autorités actuelles à revoir la stratégie militaire évoquée par, on va dire, le porte-parole du gouvernement, la personne de Lionel Bilgo. Vous le dites si bien, le nouveau porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a laissé entendre qu'une stratégie militaire est en train de se déployer. Est-ce qu'il faut s'attendre à des opérations d'envergure, comme ce qu'on a vu de par le passé, au Tapuanou, Ndofu, Kundalgu et bien d'autres? Parce que ces opérations, pour la plupart du temps, n'ont pas trop eu des résultats durables. Parce que ce sont des opérations d'envergure et juste après, l'armée replie et souvent les populations sont laissées à elles-mêmes. Est-ce qu'il ne faut pas éviter cela désormais? Est-ce qu'il ne faut pas une autre stratégie désormais? Merci Kambou, c'est pertinent comme question. Je pense que le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo a ébauché un peu la question. Quand il confie que tout ne peut pas être dit sur la place publique, je pense que d'une certaine manière, le gouvernement actuel doit avoir tiré leçon de ce que les opérations précédentes ont révélé comme à la fois échec, mais également acquis. Et c'est en fonction de cela que la nouvelle stratégie militaire qui est enclenchée doit s'inspirer. On attendra de voir ce qu'il en sera donc. Essayer donc et tirer les leçons au fur et à mesure, c'est surtout cela qui est important. Merci à vous pour le décryptage de cette actualité. Merci Kambou et bonne suite d'émission. Merci bien. Et nous parlons toujours de cette situation sécuritaire. Le gouvernement qui est en quête des solutions. Le président de la transition sonne la mobilisation des militaires réservistes. Cela s'entend des 3 dernières promotions admises donc à la retraite. La nouvelle est accueillie favorablement par les militaires retraités qui demandent au chef de l'État d'aller au-delà de ces 3 promotions. Siblina Kelsey les a rencontrés. Suivons son reportage avant de retrouver Stéphane Sanou pour en parler. Le décret du président du Faso rappelant les militaires retraités de 2019, 2020 et 2021 pour renforcer les rangs de l'armée dans la lutte contre le terrorisme est salué par le porte-parole des militaires retraités. Pour l'adjudant-chef à la retraite Yaba Carfo, cette décision du président du Faso Paul-Henri Damiba répond à la sollicitation faite en février dernier. C'est très bien. Vraiment, on attendait ça depuis fort longtemps. Bon. 2019, 2020, 2021, c'est un départ. Comme c'est un départ, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon.
Mais nous pensons que, du moins je pense que d'ici là, ils vont revoir. Parce que si on va prendre 2019, 2020, 2021, ce que je sais et ce que je pense, il y aura beaucoup que des sous-officiers supérieurs. Voilà, donc on n'aura pas des hommes du rang assez, on n'aura pas des sous-officiers subalternes assez. Bon, pourtant, sur le terrain, il faut vraiment les hommes. Pour Yaba Carfo, ces anciens militaires pourront soutenir de façon indéfectible les jeunes militaires sur le terrain avec leurs expériences. Notre apport est de soutenir les enfants sur le terrain. Bon, c'est pas quand on dit on a rappelé les anciens, c'est pas tous les anciens qui seront sur le terrain. Il y a des postes que les anciens peuvent occuper et libérer les jeunes qui sont physiquement présents, les balancer sur le terrain. Un ancien, c'est quoi? C'est-à-dire, il a l'expérience, par exemple, au niveau du secrétariat, il peut occuper sa... Mais Yaba Carfo souhaite que le président du Faso lance un autre appel à la mobilisation nationale de tous les militaires à la retraite de depuis 2000. On souhaite qu'ils n'ont qu'à repartir avec 2021. Parce que l'homme a sa constitution. Il y a des gens qui sont partis en retraite depuis 2000, mais leur conseil leur permet, ils sont en forme même plus que ceux même peut-être qui viennent de partir. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, vaut mieux faire une mobilisation nationale et tous les militaires qui sont concernés seront là. On fait des visites, ceux qui sont aptes pour aller, ceux qui ne sont pas aptes, ils peuvent se retirer. L'adjudant-chef à la retraite Yaba Carfo est convaincu qu'avec cette décision de Paul-Henri Damiba, certains déplacés internes retrouveront dans 4 mois leur localité d'origine. Comme annoncé, c'est à présent Stéphane Sanou qui s'installe pour le décryptage de cette actualité. Stéphane, bienvenue. Merci Kambou. Bonjour à tous et à toutes. Alors finalement, on décide de faire appel aux militaires réservistes. Est-ce que cela pourrait véritablement aider l'armée à faire face au terrorisme selon vous? Certainement, Kambou, il faut saluer la décision du président Damiba de faire appel à des réservistes militaires pour appuyer les FDS actuellement. Bon, si on regarde, est-ce que ça ne vient pas apporter une plus-value à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Certainement oui, parce que c'est sûr que ça va apporter de la valeur ajoutée dans la lutte. On ne pourra pas connaître exactement le nombre de réservistes qu'on pourrait avoir, mais quand même, je me dis que le nombre serait pas négligeable. Et ces militaires pourront bien sûr appuyer les jeunes dans leur lutte, ne serait-ce que aller occuper les bureaux, les casernes ou aussi dans certains postes sédentaires. Je crois que les militaires à la retraite pourront aller occuper ces endroits et laisser les jeunes plus dynamiques, qui ont plus d'énergie, aller combattre et pouvoir certainement avoir des résultats. Et à côté de ça aussi, vous savez que les militaires retraités, par expérience, pourront aussi aller sur le terrain avec certains jeunes, parce qu'on dit que le vieillard voit plus loin que le jeune. Ouais. Le jeune court plus vite, mais il ne voit pas plus loin que le vieillard. Donc, certainement, certains militaires réservistes sur le terrain, par expérience, pourront justement apporter leur sagesse, apporter leur expérience, apporter leur technique et stratégie à des jeunes peut-être qui hésitent ou qui n'ont pas trop confiance en eux, et certainement pourront avoir des résultats. Vous savez bien que dans toute entreprise, dans toute initiative, quand on sait exploiter les ressources humaines, facilement et normalement, on a des résultats probants, on a des résultats satisfaisants. Et je crois que l'institution militaire fait bien justement de faire appel à des personnes, à des réservistes, et surtout si ces personnes ont émis leur volonté, ont la volonté ou ont leur envie justement de revenir encore pour apporter quelque chose à l'institution. Je crois que c'est bien, c'est à saluer, et ça pourra bien sûr apporter des résultats. C'est vrai qu'on ne peut pas se hasarder pour le moment dire que grâce à cela on pourrait justement venir à bout du terrorisme, mais je crois que
quelle que soit la manière, quels que soient les moyens ou autres. Je crois que ces personnes-là pourront apporter quelque chose de bien dans la lutte contre le terrorisme. Et une décision pertinente donc selon vous, et en ce qui concerne la volonté des retraités de revenir, on ne saurait en douter puisque au vu du reportage que nous venons de suivre, ils sont prêts, et bien avant même que le président du Faso ne prenne ce décret, ils avaient animé une conférence de presse pour faire cette offre, si on peut le dire ainsi. Alors aujourd'hui même, ils demandent au président du Faso d'aller au-delà des 3 dernières promotions pour appeler les retraités de 2000 à 2021. Est-ce que cela est faisable? Un petit commentaire avant qu'on... Vous savez bien que même pour ces 3 dernières années, les hauts gradés avaient une certaine hésitation, doutaient, surtout des conditions physiques de ces militaires. Quoi qu'on dise, vous savez que quand on prend de l'âge, ça joue forcément sur les conditions physiques, ça joue sur le physique et même sur certains réflexes. Donc je crois que l'institution militaire, les responsables, la hiérarchie surtout, était très hésitante parce qu'on ne sait pas c'est quel résultat qu'on pourrait avoir si on prend des gens dont on doute physiquement dont on doute vraiment de leur physique. Donc je crois que c'est cette hésitation. Sinon vraiment aller au-delà de ça, il faut être assez prudent quand même parce que ça peut jouer sur... Dans le communiqué du ministère, du ministre en charge de la Défense qui dit que la mobilisation se fera du 24 mars au 4 avril, il est précisé que ces personnes qui vont rejoindre désormais les rangs seront soumises à des examens. Donc il y aura des tests d'aptitude physique avant donc de les réintégrer. D'autres parlent également du fait qu'il y a nécessité de rappeler les militaires radiés après les mutineries de 2011, et certains même parlent de tous les militaires incarcérés actuellement. Pour les militaires radiés, je crois que depuis la nuit des temps, ils ont tapé à plusieurs portes parce qu'ils voudraient bien sûr être réintégrés dans l'armée, même les policiers radiés rentrer dans la police. Je crois qu'on pourrait aussi leur faire un clin d'œil, les militaires radiés, ceux vraiment qui ont des conditions physiques, qui ont vraiment un mental assez important pour pouvoir apporter leur contribution. Je crois qu'à ce stade-là, il faut bien exploiter les ressources humaines. Les militaires radiés aussi pourraient bien sûr apporter leur touche quant à la lutte contre le terrorisme. Quant aux personnes incarcérées, je crois que nous ferons face. C'est mieux que la justice apporte aussi sa manière de voir les choses dans cette affaire, parce que les personnes incarcérées font face à une justice qui a donné ces résultats. Et nous qui allons commenter actuellement, c'est pas intéressant de commenter des décisions de justice et s'il faut libérer ou pas ces personnes. Je crois que c'est à la justice de trouver un mécanisme s'il faut les libérer ou pas pour aller combattre. Mais de toutes les façons, je crois que le plus important, c'est que s'il y a de la matière quelque part, s'il y a de la compétence quelque part pour pouvoir apporter, pour pouvoir contribuer à la libération du pays, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il y a toujours beaucoup de mécanismes pour pouvoir toucher toutes ces personnes incarcérées. Ouais. Ne pas hésiter. Et je reviens sur ce communiqué du ministre de la Défense. Alors, il a indiqué que ces militaires réservistes seront soumis à un contrat d'une année renouvelable selon donc les besoins, selon la nécessité. Est-ce qu'il y aura des traitements motivateurs, si je peux le dire ainsi, parce qu'on sait souvent que les hommes détenus, une fois à la retraite, ça donne à d'autres choses. Si je suis dans une activité où je gagne assez d'argent, est-ce que ce sera facile d'abandonner pour revenir donc dans les rangs? Et même si on sait que c'est une obligation, surtout pour les 3 dernières promotions, parce que quand vous êtes réserviste, on peut vous appeler dans tout. C'est ça, c'est ça. Bon, vraiment de ce côté, il faut pas qu'on s'aventure dans un hasard. Et tout le monde sait que les militaires à la retraite s'adonnent à d'autres activités parce que ce n'est pas évident justement de vivre de ces 3 mois de salaire auxquels ils n'étaient pas habitués, et ils sont obligés de s'adonner
à la gestion de sécurité dans certaines ambassades, dans certaines institutions, dans certaines ONG. Et vous savez bien qu'une fois, quand ces militaires sont recrutés dans ces institutions, quand même, ils sont bien rémunérés et parfois même ils gagnent mieux que ce qu'ils gagnaient dans l'institution militaire. Donc, ce sera vraiment, ça se poser la question, est-ce que ces personnes qui vont venir là viendront dans le sens du patriotisme ou bien ils viendront dans le sens pour le gain facile, bon pas gain facile, pour le gain. Et vous savez bien que si c'est pour le gain, c'est pas très évident parce que la plupart des militaires qui gèrent la sécurité dans les institutions sont quand même bien rémunérés. Donc je crois que c'est par pur patriotisme que ces personnes bien sûr voudront venir, parce que si c'est vraiment pour le gain, c'est pas très évident. Voilà. Mais je crois qu'à ce stade même, à ce stade où nous sommes, actuellement le pays a besoin vraiment plus de patriotes, parce que sans le patriotisme, c'est pas évident de pouvoir venir à bout du terrorisme, que ce soit dans l'institution militaire, dans tous les services, dans tous les corps, nous avons besoin de patriotes. Et grâce au patriotisme, je crois qu'on pourrait venir à bout de ce phénomène qui nous tient depuis plus de 6 ans. Et il faut le rappeler, cette mobilisation concerne les sous-officiers et militaires du rang. D'ailleurs, ils sont les plus nombreux, même quand on regarde dans l'institution militaire, ils sont les plus nombreux, les militaires de rang et les sous-officiers. Je crois que c'est quand même bien pensé. Voilà. Et cela signifie également qu'actuellement, on n'aurait pas besoin d'officiers supérieurs retraités. Peut-être qu'au vu même du rajeunissement du commandement dans l'armée, on peut s'attendre à des départs anticipés à la retraite. Merci à vous, Stéphane Sanou, pour le commentaire de cette actualité. Merci à vous aussi, Bébé Kambo, et bonne suite d'émission. Merci, merci. Et dans la suite, justement, nous parlons de l'actualité du Burkina, avec notamment ce bras de fer entre la France et le Mali qui est loin d'être terminé. Les autorités maliennes de la transition ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre 2 médias français. Il s'agit de RFI et de France 24. Bintou Kindo nous livre la substance du communiqué du gouvernement malien. Et juste après, l'on en parle avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamassoro. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a accusé ces médias français de vouloir déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien, démoraliser les forces armées maliennes et s'aimer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali. La transition malienne parle d'intentions criminelles de la part de journalistes dont certains n'ont pas séjourné au Mali depuis plus d'1 an. Le pouvoir malien pointe des publications faites de façon synchronisée, à savoir une déclaration de Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le 8 mars 2022, un rapport de Human Rights Watch le 14 mars dernier et un rapport de la Radio France Internationale le 15 mars de cette année. Les allégations faites dans ces publications sont, selon les autorités maliennes, sans fondement. Selon le gouvernement, les agissements de France 24 et de RFI ressemblent dans un passé récent aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio 1000 collines dans un événement tragique survenu au Rwanda. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui de son peuple à ces vaillantes femmes. Et pour le décryptage de ce sujet, nous sommes en compagnie de notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamassoro. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour Kambo. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je l'ai déjà dit, le bras de fer entre le Mali et la France est loin d'être terminé. Nouveau rebondissement avec la suspension de ces 2 médias français. Absolument. Quel est votre commentaire? Oui, il faut d'abord préciser que mon commentaire donc, sur cette question va s'articuler autour de 2 points. Le premier, c'est en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste. Alors, je ne peux pas me réjouir d'un silence ou du silence imposé à un média, qu'il soit un média national ou international. Alors donc, ici, c'est vraiment c'est à contre-cœur que nous assistons à cela, parce que c'est des voix en moins, et c'est des analyses en moins, c'est des informations en moins. Et pour l'homme de médias que je suis, donc je ne peux que regretter cette décision de la part
des autorités maliennes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est en tant que citoyen, en tant qu'analyste aussi des questions internationales. Voilà, donc, il se trouve qu'il y a eu un précédent, puisque entre la France et le Mali actuellement, ce n'est pas le parfait amour, vous l'avez indiqué, et que de part et d'autre, souvent de façon sporadique, on assiste à des levées de boucliers, à des décisions souvent conflictuelles. Donc il y a eu, bien sûr, on ne va pas revenir sur la genèse de cette brouille-là, mais nous savons que ce n'est pas le parfait amour sur, bien sûr, le fond de la lutte contre le terrorisme. On estime que, le Mali estime que son partenaire français ne fait pas assez pour, en tout cas, venir à bout de ce fléau qui a fait des victimes, nombreuses victimes, non seulement du côté malien, mais aussi quelques dizaines de soldats français. Alors ici, il faut essayer donc de replacer la suspension de RFI et de France 24. Ce sont seulement les deux médias, puisqu'il y a d'autres médias, notamment TV5, qui n'est pas pour l'instant en tout concerné par la décision, si mes informations sont bonnes. Et bien sûr d'autres chaînes également, TF1, LCI et autres, pour ne pas faire la publicité. Mais il semble souvent que ce sont les deux médias qui en réalité sont des médias, contrairement à ce que certains pensent, ne sont pas, sont liés au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que les agents, donc, ou du moins le chronogramme ou le programme ou les informations qui sont liées, n'est-ce pas, à ces deux médias-là, souvent dépendent, n'est-ce pas, du Quai d'Orsay qui est le ministère des Affaires étrangères. C'est un outil de la politique étrangère française. Un peu comme CNN, la BBC, etc. Ce qui, pour moi, n'est pas aussi grave, puisque chaque État qui a des intérêts dans le monde doit trouver plusieurs leviers pour défendre ses intérêts. Ça peut être un levier médiatique, ça peut être un levier diplomatique, ça peut être un levier militaire, économique, etc., culturel, etc. Donc je trouve que j'ai même assisté il y a très longtemps à l'annonce de la création de France 24 qui a été faite par Jacques Chirac à l'époque pour dire que la France allait se doter d'un outil donc d'action politique, d'action diplomatique dans le monde. Voilà, donc c'est suite à cela effectivement que France 24 a été créée. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un précédent? Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu des informations qui ont été relayées par ces deux médias et que depuis l'avènement des réseaux sociaux, les populations africaines, notamment francophones, se sont rendues compte qu'il y a souvent un mélange des genres. Alors, vous savez que nous sommes des journalistes, nous savons très bien que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Or, il se trouve que dans certains traitements de ces informations, de ces médias-là, on mélange les deux. On mélange et les faits et les commentaires. Alors, si on fait des commentaires tendancieux et qui sont de nature à jeter les troubles ou jeter en fait la zizanie, créer la zizanie au sein de la population, alors est-ce que ce n'est pas des mesures conservatoires qui ont été prises par les autorités maliennes pour ne pas... Surtout qu'actuellement, RFI émet en Bambara, donc Bamakan. Et je pense que là, ça élargit un peu son assiette d'écoute ou son auditoire. Et là, ça peut créer, en fait, pour ceux qui ne sont pas journalistes, pour ceux qui ne sont pas bien outillés, et ils ne peuvent pas faire la différence entre les commentaires des journalistes, qui forcément défendent un point de vue, et les faits tels qu'ils sont. Et là, c'est comme on dit un peu l'arroseur arrosé, puisque au niveau donc de l'Union européenne, il y a une décision qui a été prise pour sanctionner ou suspendre les médias, deux médias russes, à savoir Arte, Russia Today et Sputnik, parce qu'on avait estimé que ces médias étaient en fait des médias propagandistes au profit de Moscou, de Kremlin. Alors, si aujourd'hui la France, qui est considérée comme un pays de liberté d'expression, un pays donc des droits de l'homme, en arrive à cette extrémité-là, puisque ça a été même dénoncé par des journalistes talentueux au niveau de la France, qui constitue un grand recul au niveau de la démocratie, au niveau donc de la liberté d'expression en France. Si cela a été fait en France, pourquoi
nos démocraties qui sont en construction et ne vont pas le faire. Voilà pourquoi chaque fois nous mettons l'accent, mettons en exergue la duplicité de la politique internationale, de la, je ne dirais pas de l'hypocrisie, mais ça y ressemble, puisque c'est que les critères que vous vous appliquez, alors vous ne les appliquez pas aux autres. Voilà. Or, nous sommes dans un monde globalisé où il n'y a pas une seule puissance qui va dicter, n'est-ce pas, ses désirs sur l'ensemble de la planète, sans que ces dernières-là, les populations qui subissent ces dictats, ne puissent réagir. Alors ici, c'est le même bras de fer qui continue et que je pense que les deux parties ont intérêt à ce que les choses s'arrangent pour l'un ou pour l'autre, même si le seuil qui a été franchi actuellement, alors ça peut plus être comme avant. Surtout que sur le terrain, d'après les informations qui nous parviennent, il y a une amélioration nette de la situation sécuritaire sur le terrain au niveau donc du Mali, et que si les autorités, n'est-ce pas, voient que ces efforts sont un peu atténués ou sont minimisés, alors ça fait un peu mal, et que peut-être c'est la raison pour laquelle je comprends sans l'excuser, voilà, cette décision qui a consisté à suspendre RFI et France 24 au Mali. Parlons maintenant de la réaction des autorités françaises après la suspension de ces médias. On a entendu Emmanuel Macron parler encore d'enfants de 2 coups d'État pour donc parler de ces autorités maliennes. Et il dit s'en remettre à la CEDEAO. Il a cité nommément le nom de Nana Akufo-Addo, qu'il l'aurait contacté pour que, avec la CEDEAO, ils essaient de voir comment s'y prendre face à cette suspension de ces médias. Moi, je pense que est-ce que c'est la bonne attitude? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, je l'ai dit clair et net. Et c'est la perpétuation de cette attitude un peu de discourtoisie entre l'ancienne puissance coloniale et l'ex-pays colonisé. Qu'est-ce que la CEDEAO a à voir avec la suspension de RFI et de France 24? Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas lu tous les... je sais pas... les termes ou les textes de la CEDEAO, mais ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment une disposition où on dit que la CEDEAO doit sanctionner un pays si ce pays-là arrivait à sanctionner ou à suspendre un média étranger. Oui. Bon, est-ce que cela ne vient pas donner raison aux autorités maliennes quand ils disent qu'il y a des institutions sous-régionales qui sont manipulées par la France? Extra-sous-régionales, oui, vous avez raison, des institutions sous-régionales qui sont manipulées par des puissances extra-régionales, effectivement. Voilà. Et là, on attend de voir quelle est la réaction qui sera celle du président ghanéen, Nana. Mais je ne pense pas que ça puisse... puisque d'abord la situation est déjà dégradée entre les deux pays, et que c'est le processus, n'est-ce pas, du désengagement qui est enclenché en ce qui concerne les soldats français, même si sur le terrain, bon, la coopération, j'aurais même appris que Emmanuel Macron avait demandé à ce que tous les coopérants militaires français se retirent donc du Mali. Voilà, le vin est tiré. Maintenant, je ne sais pas s'il faut les voir ou pas. On attendra de voir si la CEDEAO, en tout cas, va s'impliquer encore dans ce nouveau développement du bras de fer France-Mali. Merci à vous pour le décryptage de cette actualité. C'est tout donc pour cette page décryptage. Et notre éditorialiste maison est installé sur ce plateau. Il s'agit du directeur de l'information de Savane Média. Bonjour et bienvenue, Smaïla Rabo. Merci, Bekir Kambou. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'édito de cette semaine, nous parlons de l'Assemblée législative de transition et notamment de la rémunération des députés. Tout à fait. Parce que vous savez, c'est maintenant que la liste des députables circulent, et que les uns et les autres ont suffisamment d'éléments maintenant pour épiloguer là-dessus, du moins les titulaires, les suppléants, on en a entendu parler par-ci par-là. C'est sûr que la liste aussi est en route, mais quand on regarde le débat qui était en cours avant le dévoilement de cette liste-là des députés de l'Assemblée législative de transition, c'est bien la question de la rémunération. Parce que quand il y avait
du bruit autour de la désignation des uns et des autres, les gens ont dit tout de suite, c'est parce que les députés vont être bien payés, du moins par rapport au salaire moyen qu'on a au Burkina ici, qu'il y a autant d'intérêt autour de la désignation, là, en particulier dans les régions. C'est là qu'il y avait plus d'enjeux. C'est un fait, mais il y a toujours eu des débats sur la rémunération des députés. Je sais que tout petit encore, autour de 1992, j'entendais dire que les députés touchaient 300 000 francs et les gens trouvaient que c'était super élevé. Vous voyez, quelques années après, autour de 2002, c'était encore à peu près la même chose quand Laurent Gbagbo, au détour d'une interview, a dit oui, à la fin de l'année, il donne 2-3 millions et c'est Rochma Christian Kaboré même que j'ai interpellé pour ça, 2-3 millions pour les fêtes de fin d'année des députés. Il y a eu encore beaucoup de bruit et ensuite c'était le salaire des députés. Donc de façon générale, il y a ce débat-là. Mais je crois que le tout se trouve dans le fait que les gens ne voient pas exactement ce que les députés apportent comme plus-value à la démocratie. Et les députés, eux non plus, ils ne font pas l'effort de montrer jusqu'où ils sont utiles dans le jeu démocratique. C'est ça qui fait que les gens ont l'impression qu'ils sont surpayés. Sinon, s'ils travaillent à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, à l'équilibre des pouvoirs comme on le souhaite, et s'ils se montrent, c'est pas distribuer de l'argent, mais s'ils se montrent proches des populations, pour leur expliquer, pour leur rendre compte, on va comprendre que c'est important qu'on ait des députés qui aient un certain niveau de moyens pour pouvoir, par exemple, bouger, aller au fin fond du Burkina pour apprécier ce qui se passe, pour en tenir compte dans les décisions qui sont prises par-ci, par-là. Et en dehors de ça, vous voyez dans la liste, ce qui est intéressant, on peut faire plusieurs lectures. Quand on regarde le quota du président, j'ai essayé de regarder 21 personnalités qui sont désignées. Il a essayé de prendre un peu dans toutes les couches de la société. Il a désigné garagistes, étudiants, élèves. Et élèves, c'est précisé élèves de Dablo. C'est-à-dire, c'est une zone Mati aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, aviculteurs. J'ai vu qu'il a désigné une membre de la CPF, la Confédération Paysanne du Faso. J'ai vu que sur les 21 députés désignés par le président d'Amiba, il y a 7 femmes. C'est vraiment exactement ce qu'on attend d'une personnalité qui a l'autorité de nomination, c'est-à-dire qu'on est au moins 30% de femmes. Et là, lui, il fait le compte. Il est là. Et en dehors de ça, j'ai relevé que dans les partis politiques, le Premier ministre Likadok Tiao est en bonne place au titre des autres partis, que le professeur Abdoulaye Soma de l'ex-ONA est en bonne place aussi comme député, que Herman Yelkouni de l'APP Burkindi est aussi positionné. Et puis j'ai vu qu'au niveau de la culture, il y a Salif Sanfo, Pascal Zaïda au niveau des OSC qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines, sinon ces derniers mois-là, de même que Haruna Louré et Valentin Yamkoudou, Roland Bayala, Lassina Ouedraogo, Moumouni Diala, pas beaucoup, mais il a la légitimité de la jeunesse burkinabé en tant que président du Conseil national de la jeunesse. Quand on regarde l'un dans l'autre, c'est différent de ce qu'on a vécu en 2015. Maintenant, il faut voir le maçon au pied du mur, c'est ce qu'on attend d'eux. Et ce ne sont pas les mêmes personnalités qu'on a eues en 2015. C'est aussi important, de sorte que le personnel politique soit renouvelé à intervalles réguliers de temps. Ça peut aider à avoir d'autres expériences. C'est pas forcément pour se partager de l'argent, mais ça fait diversité. Et la démocratie rime avec la diversité. Je n'attends pas particulièrement grand-chose de l'ALT, parce que nos grands défis probablement doivent venir, la résolution des plus grands défis que nous avons doivent venir du gouvernement. Mais il reste que si on n'a pas une assemblée législative de transition efficace et offensive, qui bouscule l'exécutif, on ne va pas avoir les résultats auxquels on s'attend. Et c'est sur ce terrain-là qu'on peut, à minima, espérer quelque chose de l'Assemblée législative. Donc, il ne faut pas que les députés aillent se la couler douce là-bas. Il faut qu'ils aillent faire la différence de ce qu'on a vécu par le passé. Je me souviens que quelques jours seulement après
le malheureux événement de Sol-An, les députés étaient à Bobo-Dioulasso pour, disait-il, rendre compte de leur gestion. Et nous, à Savane Média, nous avions fait un commentaire pour dire que ce n'était pas le moment. Le moment était à la redevabilité sur les dépenses de défense et de sécurité que nous faisons. Au lieu de dire à Bobo qu'on a voté 750 milliards de francs CFA pour les FDS, il faut demander au Premier ministre de venir expliquer pourquoi à Sol-An l'armée n'a pas bougé. Demander au ministre de la Défense de venir nous expliquer pourquoi l'armée qui est à Seba n'a pas bougé alors que Sol-An était tout près. C'est ça que nous attendons de ces députés-là, qu'ils soient des commerçants, des agriculteurs, des élèves, des étudiants, des leaders d'OSC, des chefs de partis politiques. On attend davantage d'engagement et d'expression de l'amour de la patrie. Pas qui distribue des bons d'essence. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a besoin de la sécurité qui va permettre à tout Burkinabé de se mouvoir pour se nourrir et pour vivre correctement tous les jours. Je pense que s'il se montre à la hauteur de ce patriotisme-là, on ne verra pas qu'il touche 1 million, un peu moins ou un peu plus. Ça ne sera pas important. Le plus important, c'est d'avoir un pays où on peut vivre paisiblement. Et les gens oublieront que vous avez touché quelques broutilles. Pour moi, l'essentiel, c'est le Burkina. S'il est préservé, qu'on paye 4, 5 millions, 10 millions à quelqu'un, ce n'est pas l'essentiel. Pourvu que le travail soit fait. Pourvu que le travail soit fait. Merci à vous, Soumaïla Labo, pour l'édito de cette semaine consacrée à la rémunération des membres donc, de l'Assemblée législative de transition. Et après l'édito, nous faisons place tout de suite à Ça fait débat. L'insécurité alimentaire de plus en plus menaçante au Burkina Faso, les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper et c'est le sujet qui fait débat cette semaine dans 7 jours dans la savane. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Khalifa Zida, il est le chef du département suivi et évaluation au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Avec nous également sur ce plateau, Marc Gansonré, il est le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Et enfin, Moumouni Doulkoum, directeur général de la réglementation et du contrôle des prix au ministère en charge du commerce. Bienvenue à tous les trois sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Alors, pour planter les décors, nous avons réalisé 2 reportages sur la question, des reportages qui montrent à quel point c'est chaud dans les ménages. Le premier est réalisé à Boussé, dans le plateau central, et c'est signé Issa Oumaratié et Solange Kwama. Boussé, la population toujours en détresse face à la cherté de la vie. Où allons-nous? Voici la question que se pose la population de Boussé. Les prix des produits de grande consommation vont crescendo. Jeudi, jour de marché de Boussé. Rien ne marche chez les vendeurs de céréales parce que le sac de maïs de 100 kg n'est pas à la portée de tout le monde. 28 000 francs CFA. Pourtant, 4 mois avant, le sac se vendait à 24 000 francs CFA. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse drastique des prix? Oumarou Nabaloum, un commerçant grossiste de céréales au centre du marché de Boussé, explique. À la fin de la campagne agricole, le mil coûtait 500 francs. Mais aujourd'hui, le plat est à 700 francs. Le maïs coûtait 600 francs et aujourd'hui, le plat est à 700 francs. L'augmentation a été rapide car l'année passée, les prix sont restés bas. Cette année, les prix ont augmenté tout juste après l'hivernage. Pourtant, les années passées, l'augmentation s'est faite en période d'hivernage. Aujourd'hui, le haricot coûte 1400 francs le plat, le mil 700 francs le plat, le maïs 700 francs le plat et le petit mil 850 francs le plat. Cette année, tout est cher, aucun produit n'est abordable, ce qui impacte les recettes des commerçants. Les clients n'ont pas assez d'argent pour s'approvisionner comme avant. L'augmentation des prix impacte beaucoup car les clients n'arrivent plus à s'approvisionner comme avant. Par exemple, ceux qui pouvaient acheter 10 plats se contentent de 8 plats avec la même somme d'argent. Comme Oumarou Nabaloum, Antoinette Zungrana, tenancière d'un grand magasin de vente de légumes, se plaint.
Le sac de choux, de poivrons et de concombres coûte extrêmement cher. Le sac d'oignons de 100 kg bat tous les records. 22 500 francs CFA l'année dernière, 60 000 francs CFA cette année. C'est pour le moins catastrophique, dit-elle. Vraiment, c'est cher. Parce que cette année-là, c'est pas facile. Pourquoi? Il y a manque d'eau. D'après ceux qui cultivent, il y a manque d'eau. Et comment on dit ça? Engrais là c'est tellement cher parce que le sac là ça vaut 25 000. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé les légumes. Donc c'est trop cher. Moi-même je pars jusqu'à couvrir. Je pars jusqu'à couvrir pour chercher les légumes pour venir à Boussé ici. L'an passé là, chou là, ça là. Les 30 sous comme ça, on paye à 3 000. Et cette année là, 30 sous là, ça fait 6 500. Nous on paye là-bas comme ça. Mais est-ce que les gens peuvent payer ça quand vous amenez ici? Ah, mais voilà, ils ont dit que c'est cher, on va faire comment? Sincèrement dit c'est cher. C'est cher. Et les autres légumes? Les autres légumes, tout. Les concombres là. L'an passé on payait le sac là 6 000, 5 000. Et cette année là, ça fait 17 500. C'est trop cher. Et oignons aussi c'est cher. Voilà les sacs là. L'an passé on payait à 22 500 à 20 000. Et cette année ça fait 60 000 le sac. Il n'y a pas moyen. On se débrouille dedans comme ça. Des fois même tu vends, ça n'arrive même pas l'argent. Mais comme c'est notre travail, on est en train de nous arranger. Peut-être ça va venir changer. On ne sait pas. Sinon c'est pas facile. Pour les légumes, la hausse des prix est due à la cherté des engrais chimiques utilisés par les agriculteurs d'une part, au coût du transport et au manque des pluies conséquentes pendant la saison pluvieuse d'autre part. Sonia Kinda et Aïcha Koumbem viennent de faire leur achat de tomates et d'autres légumes, visiblement remontés contre l'inflation. Je suis venu payer de l'oseille. Cette année, il y a une nette augmentation par rapport à l'année dernière. Ce que je tiens m'a coûté 750. Cette année, vraiment, c'est cher. C'est très cher par rapport aux autres années. Voilà, par exemple, les choux et aubergines et autres là, c'est cher par rapport aux autres années. C'est ce que je constate. Bon, les choux, nous avons de 150. Un chou entier, 150, 200, 300. Voilà. Mais avant, c'était à combien? Bon, avant, on pouvait avoir un chou entier à 100 francs, souvent même 50 francs. Mais les petites tailles là, voilà. La commune de Boussé n'est pas loin de l'insécurité alimentaire. L'autorité est donc interpellée pour agir très rapidement, nous confient discrètement certains commerçants. En attendant, ces ménagères ont fait des pieds et des mains pour assurer le repas de ce jour. Voilà, chers invités, pour ce qui est de la situation à Boussé et dans le plateau central. À présent, nous faisons le constat à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Et cette fois, c'est avec Daouda Yameogo. Depuis l'année dernière, les prix des céréales comme le maïs, le mil et le riz connaissent une hausse. Le prix du maïs, lui, a complètement doublé. Il passe de 400 francs CFA à 800 francs CFA le plat appelé Yoruba. Une hausse accentuée par la fermeture des boutiques de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire Sonagès. Selon Tassere Kwanda et Adjaratou Sampaligré, habitants du quartier Pâte d'Oie dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, la boutique de la Pâte d'Oie est fermée depuis bien longtemps maintenant. Avant, nous pouvions avoir le sac à 6 000 francs, mais cela fait environ 5 à 6 ans qu'elle a fermé ses portes ici à Zemporslo. Mais cette année, la Sonagès n'est même pas venue là-bas aussi. Les 6 000 francs étaient chers pour nous. Voilà que maintenant nous devons débourser entre 25 000 francs et 30 000 francs CFA pour un sac. Nous demandons aux autorités d'ouvrir à nouveau les boutiques. Le maïs là, vraiment c'est cher. Ça au marché de Sankariari, au moins 22 500. Je demande si on pouvait baisser un peu le prix des céréales, là, ça allait nous arranger. Si on avait les boutiques de Sonagès, là, vraiment ça pouvait nous aider. Dans l'arrondissement 6, Dame Adissa Idani pointe du doigt l'insécurité. Il y a de cela 4 ans que nous avons vu la Sonagès. Ces boutiques sont installées derrière, vous verrez qu'elles sont fermées. Elles nous aidaient beaucoup avant, surtout nous les veuves
tu pouvais y acheter un sac de maïs sans souci. Mais actuellement, c'est compliqué. Le maïs est devenu inaccessible. On paye juste la farine à 500 francs pour manger avec les enfants. Rappelons que dans un communiqué daté du 23 février 2022, le secrétaire général assurant l'intérim du ministère en charge du commerce a suspendu l'exportation de la farine de maïs, de mil et de sorgho pour atténuer les effets de la crise alimentaire. Et je me retourne vers Khalifa Zida. Vous êtes chef du département suivi et évaluation au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Vous voyez que la situation est réelle, l'insécurité alimentaire est présente au Burkina. Avez-vous une explication officielle à cette situation? Parce que dans les reportages que nous avons suivis, en tout cas on a entendu beaucoup d'allégations. Est-ce qu'il y a une explication officielle à la situation que vivent les ménages actuellement au Burkina? Alors, nous avons suivi deux reportages qui nous ont dépeint un tant soit peu la situation. Bien sûr, nous sommes au courant, nous sommes avertis de cette situation, de façon qui est en traitement, parce que des mesures et des actions sont en cours. On va parler des mesures un peu plus loin. Ok. Alors, pour cette situation que nous vivons tous, il faut d'abord comprendre certaines choses. Nous avons un contexte. Et dans ce contexte, nous avons l'année passée une pluviométrie qui au début s'était bien installée. Tout se passait bien. D'abord, elle était une bonne installation au cours du mois de juillet qui donnait beaucoup d'espoir. Et vraiment, tous les producteurs avaient vraiment beaucoup d'espoir, étaient bien engagés. À des moments donnés, au courant août, certaines régions ont connu des inondations. Et au mois de septembre, nous avons connu de longues poches de sécheresse dans certaines régions. Et cela a ajouté aussi à l'effet de l'insécurité, des mouvements de population qui, de façon générale, c'est des producteurs, des éleveurs, des gens qui œuvrent dans le développement rural, qui se déplacent vers d'autres zones, donc ils quittent des champs. Donc du coup, nous avons des superficies qui devaient être mises en valeur, d'abord qui étaient devues de mise en valeur, voilà. Ces populations étaient obligées de faire des mouvements. Bien sûr, ça va impacter sur bien sûr, nos objectifs, nos résultats de production agricole. Mais voilà, sur ce sujet, sur ce point. Donc, la situation s'explique par deux problèmes, l'insécurité et la mauvaise pluviométrie, pour résumer ce que vous venez de dire. Voilà. Marc Gansonri, vous êtes le secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Est-ce que cette situation s'explique par ces deux faits? Merci à Saban. De toutes les façons, ce n'est pas une surprise pour quelqu'un burkinabé aujourd'hui, la situation que nous vivons. Au-delà de ce que M. Zida vient de vous dire, vous reconnaissez quand même que, en prenant en compte tout ce qui a été cité, sécheresse prolongée, on a même vu les oiseaux granivores sur certaines régions, nous avions eu des inondations prolongées dans certaines régions. Tout cela ne fait que vraiment nous conduire à une indisponibilité de denrées. Ça ne peut que avoir comme conséquence une crise alimentaire. Si nous regardons les pratiques même quotidiennes que nous rencontrons dans nos campagnes, il y a même l'influence des collecteurs sur le terrain qui font qu'il y a de la surenchère. Et les spéculations aujourd'hui sont des facteurs de renchérissement, n'est-ce pas, des produits agricoles. Sans oublier, nous ne sommes pas juste au Burkina Faso, ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a eu cette tempête, n'est-ce pas, des événements au niveau international, surtout commercial, qui a impacté sur même le prix des intrants que nous utilisons, tels que les engrais.
L'engrais qu'on achetait, la subvention de l'État à 12 000 francs, 13 000 francs, il est sur le marché aujourd'hui dans l'ordre de 25 000 francs. Alors, vous ne pouvez pas, avec tout ce qu'on a eu comme difficulté, et même la réduction des superficies qui a été due au déplacement des personnes, ben, on ne peut qu'arriver à une situation pareille. Donc à l'insécurité et à la mauvaise pluviométrie s'ajoute également la cherté des engrais, donc dû aux tempêtes économiques dont vous avez parlé. Mais aussi vous avez parlé de la surenchère, de la spéculation. Monsieur Doulkom, vous qui êtes du ministère du Commerce, est-ce que vous concédez qu'il y a de la spéculation? Merci Monsieur Kambou, merci à toute l'équipe de Savane FM. Pour l'occasion que vous nous donnez une fois de plus pour s'exprimer sur la question de la flambée des prix des produits de grande consommation dans notre pays. Je suis parfaitement d'accord avec les raisons avancées par mes prédécesseurs, mais je voudrais également ajouter que l'augmentation des prix des céréales est aussi tributaire en fait de l'augmentation des prix des intrants, comme mon voisin l'a souligné, plus bien sûr les matières premières qui entrent bien sûr dans la fabrication des produits de grande consommation. Il faut le dire, en début d'année 2020, nous avons connu une pandémie liée à la Covid-19 qui pratiquement a coulé toute l'économie mondiale au sol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mesures de confinement qui n'ont pas permis véritablement aux pays fournisseurs de développer toute leur potentialité, et cela a eu comme effet la réduction de l'offre de produits, que ce soit alimentaire ou de produits ou de matières premières sur le marché. Donc du coup, cela a joué sur le coût des prix de ces produits-là. À cela aussi, il faut ajouter bien sûr l'augmentation des coûts de transport. Voilà, donc l'un dans l'autre, vous avez vu, nous avons constaté dans les reportages qu'en plus de produits céréaliers locaux, il y a aussi bien sûr l'augmentation des denrées alimentaires que nous importons. Donc l'augmentation des prix de ces denrées alimentaires que nous importons peut s'expliquer par là. Pour les produits céréaliers, mes prédécesseurs ont évoqué la question sécuritaire, bien sûr, qui vient s'ajouter en fait à cette crise mondiale, cette conjoncture économique mondiale qui vient renchérir les coûts. Mais pour la production locale, il a parlé de la surenchère. Ce sont les collecteurs, ceux qui collectent les céréales par exemple auprès des paysans qui font un peu de la surenchère. Qu'en dites-vous? Merci. Il a tantôt souligné en fait la spéculation. Oui. Voilà. Vous avez certainement eu des informations sur le communiqué que le ministère en charge du commerce a pris tout récemment pour en fait empêcher les commerçants de faire de la spéculation, en rappelant bien sûr les dispositions de la loi 16 sur la concurrence qui les oblige à déclarer leurs magasins. Et tout cela, c'est pour éviter en fait la spéculation. Et parlant bien sûr des collecteurs, lorsque on constate en fait une rupture sur le marché, il va sans dire que les collecteurs, c'est qui prennent les produits, qui collectent les produits au niveau des producteurs et autres, ils vont aussi renchérir et aussi essayer de retenir des stocks à leur niveau en attendant que les prix augmentent pour faire ressortir ces stocks-là. Donc, l'un dans l'autre, c'est que... Donc ça également, c'est un problème. Vous aurez l'occasion de parler des solutions. Je reviens vers le chef suivi évaluation du secrétariat national, donc du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Face à cette situation, qu'est-ce qui est envisagé pour soulager les ménages? Merci, M. Kambou. Alors, face à cette situation,
qui est urgente, alors nous impose certaines actions. Alors, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, dès le premier jour de son installation, a commencé à se mettre au travail, il n'a pas perdu du temps. Alors, il a commencé d'abord à faire des échanges et à donner des orientations et des instructions vis-à-vis, bien sûr, des orientations du gouvernement. Alors, sur ces instructions, sur les instructions du ministre en charge de l'Agriculture, il est ressorti la conduite de certaines actions, notamment la mobilisation et l'acquisition de quantités importantes de semences, et plutôt de céréales. La mobilisation et l'acquisition de quantités importantes de céréales par le biais de la SONAGES, qui est une structure du ministère de l'Agriculture. Voilà, et aussi de mettre à contribution déjà les quantités importantes qui sont disponibles au niveau de la SONAGES pour la réouverture des boutiques témoins, des boutiques de vente à prix de céréales à prix social, qui va permettre de soulager les populations et aussi contribuer et essentiellement à atténuer, à baisser les différentes spéculations, la flambée des prix sur la place des différents marchés pour essayer de soulager nos populations qui, bien sûr, font face à cette situation. D'accord. Alors, en plus aussi de cette réouverture des boutiques témoins, le ministre de l'Agriculture a pris à bras le corps des dispositions pour qu'on puisse mettre en place un plan de réponse qui est déjà même diligenté, qui dans les jours prochains va passer en conseil des ministres. Et ce plan de réponse va prendre en compte toutes les couches vulnérables, les producteurs vulnérables, les personnes déplacées. D'abord, ça va intervenir dans le cadre d'abord de l'assistance alimentaire, et aussi la reconstitution des moyens d'existence de ces populations, c'est-à-dire les moyens de production. Il faut qu'ils arrivent, non seulement il faut leur apporter l'assistance qu'ils puissent se nourrir, et en plus la reconstitution des moyens d'existence qui va leur permettre en réalité de produire, de travailler à produire les ressources, les moyens nécessaires pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et pouvoir en réalité bien s'intégrer dans les zones d'accueil. Et ces personnes vulnérables, il y a d'abord les personnes vulnérables de façon normale, conventionnelle qui sont là, parce que c'est une crise, c'est une situation urgence où tout le monde est vraiment fait face. Donc il y a ces côtés vulnérables aussi où des populations sont déplacées et qui sont très vulnérables et qu'il faut soutenir pour qu'ils puissent s'intégrer dans leur milieu, dans leur zone d'accueil. Et en plus de ça aussi, les autres qui accueillent ces populations déplacées ne sont pas en marche parce qu'ils sont pris en compte dans le plan de réponse diligenté par le ministre en charge de l'Agriculture. Voilà. Alors, vous avez parlé de ce que bientôt les boutiques de la SONAGES seront approvisionnées. Vous avez parlé de l'importation d'une grande quantité de céréales. C'est pas une importation. Alors, c'est une mobilisation à l'interne. Parce qu'il y a des... Est-ce que les stocks sont disponibles à l'interne? Oui, les stocks sont disponibles à l'interne parce qu'il y a d'abord une expression de stock, de disponibilité de stock qu'on a sollicité, qu'on a vraiment diligenté dans les différentes régions et provinces. Parce qu'il y a des zones qui ont été impactées par la fin un peu difficile de la saison humide. Mais il y a des régions quand même qui ont pu sortir de là, une sortie heureuse. Donc du coup, nous allons conjuguer ces différents efforts, une synergie autour de ça. Parce qu'il faut que tout le monde y contribue pour qu'on puisse en réalité soulager les populations. Donc il y a ce travail qui est fait
dans les différentes régions sur l'ensemble du pays pour essayer de mobiliser non seulement les budgets qu'on va injecter pour la mobilisation de ces céréales. L'action, c'est de faire en sorte que ce budget soit injecté à l'intérieur du pays pour mobiliser les céréales à l'intérieur du pays. C'est ça la priorité en fait, pour mobiliser ça à l'intérieur du pays et mettre à disposition des populations. Oui, on est bien content que la mobilisation se fasse à l'intérieur du pays, mais est-ce qu'il y a des stocks existants à même de pouvoir satisfaire le besoin ou les besoins d'ici jusqu'à la prochaine saison? Parce qu'on n'est pas encore, on est encore loin, j'allais dire, de la période des soudures, mais les prix sont déjà à ce niveau. On se pose la question de savoir d'ici juillet, août, la période des soudures, est-ce que les ménages pourront s'en sortir? Vous voulez rassurer qu'il y a des stocks, on n'aura pas besoin d'importer? Alors nous rassurons qu'il y a du disponible au niveau de la SONAGES et des mesures sont prises. Parce que vous voyez, cette mobilisation à l'interne va donner des quantités importantes, parce que l'expression déjà qu'on a reçue, le retour qu'on a reçu des régions auxquelles au niveau sur l'ensemble du pays, il y a des réponses favorables vis-à-vis de cette mobilisation. Donc, mais toutefois, le ministre, avec bien sûr toute l'équipe autour de lui, est en train de travailler, nous sommes en train de travailler pour prospecter toutes les pistes de solutions vis-à-vis de soulager les populations vraiment auxquelles nous travaillons à ce que vraiment ils soient soulagés. Marc Gansoré, vous êtes de la Confédération paysanne du Faso. Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'importer? Le stock national pourra nourrir les Burkinabés jusqu'à la prochaine saison? Avant de répondre à cette question, vous voyez, acceptons de souffrir notre martyre, qui n'est que la conséquence de nos orientations inadaptées pour un secteur tel que l'agriculture. C'est quoi le problème? M. Zida dit, on va collecter à l'intérieur. Très bien, on est d'accord. Mais on collecte quoi à l'intérieur? Si nous avons déjà fait un déficit de 75 500 tonnes, chose qui a été reconnue même par le ministère de l'Agriculture, c'est un stock paysan. D'accord? Alors, aujourd'hui, à l'interne, même s'il y a une disponibilité, c'est dans les mains encore des commerçants qui ont spéculé, qui vont spéculer. À la fin de la campagne, je vous avais parlé tantôt de la spéculation qui a été même occasionnée par les collecteurs, où on achetait les produits céréaliers dans l'ordre de 18 000. Aujourd'hui, c'est à 25 000, à certains endroits, c'est 30 000. Et c'est aux producteurs, on achète à 18 000. Aujourd'hui, on le met sur le marché à 25 000, 30 000, voire 40 000 à certains endroits. C'est vrai. Il va y avoir l'intérêt. Mais vous pensez que le déstockage que va faire la SONAGES à partir de maintenant, et nous attendons le mois de juin, juillet, août, il le sait bien, M. Zida, c'est le moment le plus crucial que le producteur, surtout la majeure partie de la population, va avoir comme difficulté pour vraiment s'alimenter. Et nous avons fait une conférence de presse la dernière fois pour dire, attention, il y aura environ 2 300 000 personnes qui vont souffrir de la faim juin, juillet, août. S'il n'y a pas de l'importation en plus, nous allons avoir des difficultés. Je n'en doute pas. Il y a un effort. Il y a un effort, il y a des orientations nouvelles, mais pour gérer une situation conjoncturelle. Mais travaillons sur le structurel. Ça nous coûte quoi aujourd'hui de prendre des orientations adaptées pour accompagner l'agriculture à être ce que nous voulons qu'elle soit, quand même. Vous avez soulevé une question quand même importante. Et pour vous, cette mobilisation à l'interne dont on parle ne se fera pas auprès des paysans, parce que les céréales sont déjà entre les mains des commerçants. Monsieur Zida, est-ce que le problème, ce n'est pas parce que la SONAGES se laisse dévancer sur le terrain par les commerçants qui collectent tout, qui mettent entre leurs mains dans les magasins pour spéculer après? Est-ce que, il a dit, les commerçants payent à 18 000 francs le sac avec les paysans? Aujourd'hui, on nous parle de 28 000 à 30 000 francs par endroit. Est-ce que la SONAGES n'aurait pas mieux fait d'aller acheter auprès des paysans, même si c'est à 25 000,
peut-être ça permet aux paysans de gagner et ça permet à la SONAGES de pouvoir disposer des stocks pour soulager les ménages dans les périodes de soudure. Merci, M. Kambou. En fait, c'est dans le sens de ce que je disais. En fait, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, il y a un plan de réponse qui est en cours, qui sera validé dans les jours suivants. Bien sûr, le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de l'Agriculture va introduire ça en Conseil des ministres, ça sera validé. Et aussi, à travers ce plan de réponse, vous allez voir, il y a tout un paquetage de solutions qui est prévu, que ce soit, tout le monde sera pris en compte, l'agriculteur, l'éleveur, tout le monde sera pris en compte dans ce plan de réponse, parce que nous sommes conscients des soucis réels, de l'urgence, du contexte urgent dans lequel on se trouve. Donc on ne peut pas occulter ça, on ne peut que prévoir des réponses réelles vis-à-vis de cette situation. Alors, monsieur le SG de la CPF le disait, il y a des mesures, je pense qu'ils auront la chance d'échanger avec notre premier responsable, qui est bien sûr le ministre de l'Agriculture. Et je pense qu'ils auront l'occasion de comprendre qu'en réalité, il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée là, qui va bien sûr, dans lequel eux tous, dans les jours prochains, ils vont s'asseoir sur une table où ils vont contribuer à la mise en place d'un dispositif qui permettra en réalité de lever palier par palier les différentes difficultés auxquelles on fait face pour soulager les différentes populations. Ils seront mis en contribution. Et ça sera pour l'année prochaine? Pas pour l'année prochaine. Non, pas pour l'année prochaine. Il sait, dès le premier jour de la prise de service du ministre en charge de l'agriculture, dès le premier jour, il n'a pas pris service pour juste se reposer. Il a pris service, ils ont échangé. Le même jour, ils ont échangé. Ça veut dire que c'est une urgence on ne peut pas attendre. Il faut aller à l'action pour traiter. Voilà, donc. Alors, M. Gansori vient de dire également que les stocks au niveau national ne pourraient pas suffire. Le Burkina avait l'habitude d'importer de l'Ukraine ou de la Russie. Ces pays qui sont aujourd'hui en crise. Est-ce qu'à l'état actuel, on sait où est-ce qu'on ira chercher ces céréales? Les céréales, d'abord, nous avons la mobilisation sur le territoire national est en cours. Parce que au niveau de la SONAGES, ça c'est amorcé, c'est en cours. Et vous allez constater dans les jours prochains, si je dis dans les jours prochains, ce n'est pas dans les semaines, c'est les jours qui vont suivre, c'est-à-dire à partir de... D'ici la semaine débutante. Voilà, la semaine débutante, vous allez constater l'ouverture des boutiques témoins. Et après, avec l'ouverture des boutiques témoins, vous connaissez nos commerçants qui courent dans les villages, parce qu'ils voient, quand ils constatent une situation, pour eux, c'est une opportunité pour eux se faire un peu des sous. Voilà. Occasion d'en parler avec le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix. M. Gansori l'a déjà dit, hein, les commerçants payent à 18 000 francs le sac avec les paysans. Et on les retrouve revendre le même produit à 30 000 francs, voire plus. Et vous fermez les yeux. Est-ce que c'est normal? Ok. Parlant donc de la hausse des prix des produits céréaliers, il faut le rappeler que depuis 2020, avec l'avènement de la Covid, nous avons déjà vu le problème venir. Donc très rapidement, le ministère a suspendu les autorisations spéciales d'exportation de céréales. Ça n'est suivi des contrôles au niveau des frontières pour qu'il n'y ait pas de sorties frauduleuses. Tout récemment, vous avez vu que le ministère a pris un communiqué pour interdire l'exportation de la farine de céréales. Je dois vous rappeler qu'à ce niveau, après donc, la suspension et l'interdiction de l'exportation des céréales, nous avons constaté que les commerçants transformaient les céréales en farine pour faire sortir. Donc, pour rattraper cela, nous avons donc pris le communiqué pour interdire, en tout cas, les produits transformés à base de céréales de sortir. Et en plus de cela, en 2021, nous avons procédé à la fixation des prix
du maïs, du mil et du sorgho à travers les différentes régions du pays, bien sûr avec la contribution des gouverneurs de région. Et ces arrêtés étant arrivés à échéance, nous sommes en train donc de renouveler ces arrêtés-là. Et tout cela, en fait, ça permettra de bloquer les prix, c'est-à-dire dans l'air élan d'évolution à la hausse. Les arrêtés qui arrivent à échéance, c'est pour une saison que c'est pris? Oui, en fait, conformément aux dispositions de la loi qui permet en fait la fixation des prix, dans une situation de hausse excessive des prix, le ministre du Commerce peut réglementer les prix. Et sur le règlement, c'est chaque 6 mois. Voilà. Donc, les premiers prix qui ont été fixés en novembre, en août-septembre, sont en train d'être revus. Voilà, pour en fait prendre de nouveaux arrêtés pour fixer les prix. Et il va, après donc la fixation des prix, il y a des contrôles qui vont suivre pour empêcher en fait la flambée des prix. Il faut vous rappeler que en plus de cela, nous avons en tout cas estimé que c'est possible qu'il y ait des commerçants qui retiennent des stocks envers eux, en tout cas à des buts spéculatifs. Donc pour contrer cela, nous avons rappelé les dispositions de la loi 16 portant organisation de la concurrence pour interpeller en fait ces commerçants, tous les commerçants d'ailleurs, à venir déclarer leur magasin pour que après cela on puisse voir est-ce qu'il n'y a pas en fait de rétention des stocks pour éviter les spéculations. Voilà. Alors je vois M. Zida qui a envie de parler. Ouais. En fait, il faut reconnaître et saluer quelque chose. Le fait d'interdire en réalité l'exportation, la sortie des céréales hors de notre pays, a permis en réalité de rendre quelque chose, la disponibilité de ces céréales sur les marchés. Parce que s'il n'y avait pas cette interdiction, peut-être qu'on n'aurait pas... D'abord, si le produit n'est pas disponible sur le marché, il est non seulement accès difficile et inaccessible, ça va être encore plus compliqué. Alors, avec ces mesures autour des céréales, l'interdiction formellement, la sortie et tout, ça permet en réalité, ça contribue à favoriser la disponibilité de ces produits sur le marché. Disponible, mais ces suspensions d'exportation n'ont pas pour le moment joué sur les prix. Mais oui, justement, une fois c'est disponible sur le marché, si vous connaissez les petits commerçants qui courent derrière nos producteurs qui sont dans les différents villages, parce qu'ils ont l'information de la situation, la sortie de la campagne et tout. Ils savent qu'en réalité, il y a un contexte qui est là. Et comme ils sont commerçants, ils veulent jouer sur certains aspects pour se faire un peu plus de l'argent. Alors, c'est quoi? C'est pour ça qu'en réalité, des mesures sont prises au niveau du gouvernement pour essayer de contrer ces pratiques-là. Et vous allez voir, dans les jours qui suivent, dans la semaine qui va s'écouler, les jours qui sont là, la réouverture des boutiques témoins et l'ensemble des mesures qui seront prises, vous allez voir que ça va jouer en réalité à la faveur des populations, la baisse de ces prix. Ça va se sentir, nous allons tous apprécier cela. Monsieur Dulkoum, et parle également d'une nouvelle réglementation des prix qui va venir, c'est pour quand? Pas une nouvelle réglementation. En fait, les prix, nous les avons déjà réglementés en 2021. Voilà. Les arrêtés sont arrivés à échéance et nous sommes en train de les renouveler. Voilà, c'est pour quand? Et c'est pour très bientôt, il faut le dire, hein, parce que c'est la contexte, en tout cas nationale, qui n'a pas permis en fait le renouvellement rapide de ces arrêtés. Sinon, il serait intervenu en mois de janvier. Voilà. Donc avec la situation politique, voilà, ça peut traîner. Les choses. Alors, Magansori, est-ce que cette réglementation des prix arrange un peu les paysans? D'abord, vous avez posé une question, je vais répondre à ça d'abord. Où l'État va aller chercher de la nourriture pour les gens? Nous, on s'en fout. Nous, producteurs, on s'en fout. C'est son rôle régalien de mettre à la disposition de la population de la nourriture. Nous avons joué notre partition. La campagne passée, on a dit ensemble,
de commun accord, on va produire 5 967 000 tonnes. C'est dans cette ordre. On a fait un déficit de 75 000 tonnes. On va vous faire aussi des propositions par rapport à ça. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? Nous sommes laissés à nous-mêmes. L'État doit, en principe, quand on prend une réglementation, comme dit M. Doulko, quels moyens on se donne pour l'application de cette réglementation? Nous avions demandé depuis longtemps, on devrait être à mesure pour les produits de première consommation, qu'on arrive d'abord à la vente au kilo, qu'on arrive à fixer des prix rémunérateurs pour que le producteur puisse faire un réinvestissement et maintenir ses prix, faire de sorte que ça soit appliqué. Aujourd'hui, là, nous sommes toujours au Yoruba, au Galib, au Congo, au Plat. Oui. D'accord? On va où avec? Dans un pays qui se veut évolutif. Comment nous allons pouvoir contrôler ça? Il faut la réglementation. C'est quoi? C'est de façon, tu vois, inopinée comme ça, on fait un contrôle et après on s'en va s'asseoir. Oui. Vous voulez que ces réglementations, comment on va gérer ça? Si aujourd'hui on disait, vous voyez, la fin de la campagne, on fait des comptes d'exploitation de tous genres pour regarder, prendre une moyenne. On dit le sac de, par exemple, de maïs, le sac de riz, il est à tel coût. Maintenant, s'il y a d'autres éléments extrinsèques qui viennent faire que les prix changent, il y a juste un réaménagement. Et qu'on veille à ce qu'effectivement cette réglementation-là soit de rigueur. Mais ce n'est pas le cas. Allez-y aujourd'hui. Donc les prix ne sont pas fixés au bon moment. Donc ça ne profite pas, comme il est dit, aux producteurs par exemple. Parce qu'actuellement, au moment où vous allez prendre ces arrêtés, les céréales n'est plus entre les mains du paysan. Le commerçant a déjà acheté moins cher parce que vous n'avez pas fixé des prix, par exemple, au kilo en ce moment, juste après la saison pluvieuse. Et c'est lorsque ça se retrouve entre les mains du commerçant que vous voulez réglementer pour que les ménages puissent avoir à moindre coût. Donc, ça ne permet pas aux paysans de réinvestir, c'est ce qu'il dit. Ok. Réponse? Merci bien. À ce niveau, je voudrais d'abord revenir sur les instruments de mesure. Ça existe bel et bien dans la réglementation, l'unité de mesure reconnue en termes donc de masse, c'est le kilogramme, le litre, etc. Et autres. Donc, ce sont des questions très intéressantes, en tout cas en matière de commerce. Les Yoruba, les boîtes de tomates, etc. et autres ne sont pas autorisés dans les systèmes commerciaux, comme en tout cas unité de mesure. Voilà. Mais c'est certainement au regard, bien sûr, du niveau de notre économie et aussi du fait que ces produits céréaliers qui sont vendus dans les villages, en tout cas par des méthodes, j'allais dire, réglo, qui font que si tout de suite on interdit la vente des céréales, en tout cas des produits céréaliers, par ces instruments de mesure conventionnels, j'allais dire, il va se poser un problème. Mais il faut bien commencer attendez. Mais lorsqu'il s'agit de gros achats, vous voyez qu'on passe donc à ces instruments de mesure légaux. Voilà. Lorsque le ministère de l'Agriculture veut contracter avec les commerçants, ce sont ces instruments qu'on pèse. C'est sûr. Voilà. Mais la conséquence, c'est qu'auprès du paysan, ce n'est jamais payé au kilo. Oui, attendez. Au niveau donc du paysan, il y a un problème. Parce que dans la réglementation pour la fixation d'un produit fabriqué au niveau local, c'est-à-dire ou produit au niveau local, il y a un dossier qu'il faut déposer pour permettre en fait de fixer le prix de vente du producteur. On a ce problème-là avec le producteur parce qu'il n'y a pas de compte d'exploitation, sauf chez les grands producteurs où on peut trouver ce compte d'exploitation pour ne pas permettre en fait aux paysans ou pour ne pas en fait fixer un prix aux paysans qui ne lui est pas rémunérateur comme il a dit. Pour parler terre à terre, le compte d'exploitation c'est quoi? Non, le compte d'exploitation c'est tout ce qui fait ressortir les dépenses engagées jusqu'au prix de revient du produit et on fixe maintenant la marge, on donne la marge et puis bon, on a le prix, le prix de vente du producteur.
Il n'y a pas meilleur économiste qu'un paysan. Il n'y a pas meilleur technicien qu'un paysan. Vous savez, nous sommes appelés à tout faire. Est-ce que vous pensez que moi, je vais emblaver 1 hectare de maïs et je ne sais pas combien de francs je mets dedans? À la récolte, je sais ce que j'ai eu dedans. Vous voyez, il y a des choses, même si on ne sait pas écrire, même si on ne sait pas lire, nous ne sommes pas des idiots. Il y a des moments où il faut regarder les choses en face. Mais j'ai un peu pitié de nos techniciens à un certain moment donné. Ils sont tous là. Ce sont tous les 2 techniciens. Ils vont faire des propositions allant dans le sens, effectivement, d'aller là où on veut aller. Mais si vous prenez ces propositions-là qui sont faites par les techniciens, on ajoute de la politique dedans pour une mise en œuvre. On va où avec? Mais il y a des intérêts souvent divergents dans ce que nous sommes en train de faire. Je prends un exemple concret. Voilà, Sonagès est là. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre que la Sonagès, qui est un instrument national, qui doit effectivement travailler à ce que, c'est un instrument de régulation même de nos produits céréaliers. Aujourd'hui, ne soit pas à mesure de prendre une décision souveraine sur certaines choses parce que le partenaire même qui accompagne la Sonagès aujourd'hui impose un certain nombre de conditions, même pour le déstockage d'un certain nombre de stocks qu'ils ont. Il peut les dire tout de suite. Vous voyez, regardons bien les choses en face. Réaction, M. Zida? Alors, merci. En fait, vous voyez, la situation, elle est bien comprise par tout le monde. Hein. Alors, les orientations nouvelles du gouvernement qu'on a, que le gouvernement nous a donné, c'est quoi? C'est de travailler au sein du ministère de l'Agriculture, c'est de travailler à restaurer les moyens d'existence d'abord de nos populations, des producteurs. Parce qu'on a une agriculture essentiellement familiale. Alors, la dynamique et le travail de fond qui est en train de faire présentement, heureusement, nous avons un ministre de l'Agriculture qui est bien averti. C'est du domaine, il est vraiment un technicien du domaine. Nous sommes en train de faire un travail, comme je l'ai dit, et les différents acteurs vont s'asseoir autour de la table et faire ressortir quelque chose qu'on va mettre en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire, c'est quoi? À la saison humide qui va démarrer tout à l'heure, d'abord, il y a une acquisition pour ça, il y a une acquisition en cours d'intrants. Je parle de semences, d'engrais et de fumier organique, de tout le paquetage qu'il faut pour accompagner nos vaillants producteurs sur le terrain. Nous sommes conscients que des producteurs se sont déplacés et dans la zone d'accueil, nous devons les intégrer, nous devons les accompagner pour qu'en fait, en réalité, ce qui est perdu en termes de superficie, parce que certains se sont déplacés, qu'on puisse en réalité récupérer ça dans leur zone d'accueil. Là où ils s'insèrent, on doit pouvoir faire un travail pour pouvoir les accompagner à ce qu'en réalité, le déficit soit comblé. Et l'urgence est là aussi. Donc, à travers, bien sûr, il y a la Confédération paysanne qui est là, il y a la CRA, nous avons d'autres acteurs qui sont là, qui vont de façon synergique proposer quelque chose. D'ailleurs, ce travail sera fait je pense qu'il dira après. Ce travail sera fait. Nous allons pouvoir faire sortir quelque chose. Là, ce n'est pas une saison à venir, c'est une saison maintenant. C'est maintenant que nous allons accompagner cette production agricole. Nous allons produire. Et la Sonagès, au niveau de la Sonagès, instruction a été donnée aussi par notre premier responsable, le ministre de l'Agriculture, au niveau de la Sonagès, qui doit en arrière-plan, en réalité, vis-à-vis de cet accompagnement des producteurs, vis-à-vis de cette facilitation, aussi ravitailler les différents stocks de sécurité, parce que même si on traverse cette crise et cette situation de perturbation, on doit se préparer à toute éventualité. Donc, voilà. Alors, merci à vous. On me fait signe que le temps imparti est déjà épuisé. Oui, mais c'est un sujet quand même assez important. Moi, je vais vous dire une chose. Même la question des prix, puisque je réponds. La question de... Est-ce que vous pensez que c'est le ministère du Commerce, simplement après avoir fait sortir une réglementation, doit s'assurer que ça se met en place? Il y a une synergie entre plusieurs départements pour aller à ce travail. Il y a d'autres qui doivent contrôler. Et ils font une réglementation.
la mise en œuvre, il y a d'autres qui doivent le surveiller pour que les choses là soient assez bien. Les deux là qui sont là, même si la SONAGES avec ses boutiques témoins là, dans les villages, qu'on les ouvre et qu'on ne prenne pas le soin de prendre en compte ces réglementations, un suivi capoute. Ça ne va pas s'appliquer. Oui. En fait, je voulais réagir par rapport à ça. La fixation des prix des produits céréaliers locaux ont été confiés au gouverneur de région. Donc le gouverneur de région met en place une équipe technique, bien sûr, composée des acteurs de la CERA, de l'agriculture, du commerce, en tout cas de toutes les structures techniques au niveau régional qui peuvent en tout cas apporter leur contribution. Et c'est comme ça qu'on fixe les prix. Donc pour dire qu'en réalité, c'est en fonction bien sûr des régions. Donc on tient compte bien sûr de la réalité en ce qui concerne la production pour fixer les prix. Donc les acteurs, vous êtes impliqués. Les acteurs au niveau régional, vous êtes impliqués. Le ministère de l'Agriculture est impliqué. Le contrôle est exercé par le ministère en charge donc, du commerce après la fixation des prix. Parlons maintenant des prix des intrants, parce que c'est ressorti également dans l'un des reportages qu'on a suivi au début. On sait que l'engrais ou les intrants subventionnés n'ont jamais suffi. Hein. Est-ce qu'il y a une réglementation des prix pour ce qui concerne voilà, les intrants vendus par les commerçants? Très bien. L'engrais fait partie donc, des produits qui sont soumis à la réglementation des prix. Voilà. Nous avons sur cette liste-là 24 produits et services qui sont soumis à la réglementation, dont l'engrais. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu en fait, de fixation du prix de l'engrais, mais ça ne saurait tarder parce que l'année passée, nous avons été interpellés. Ça a déjà tardé? Non, ça ne saurait tarder, puisqu'en fait, il y a une saison, la saison qui vient. Donc, et il y aura donc récemment, dans les jours qui suivent, là, un arrêté qui va fixer en fait le taux de marge, parce que nous ne le fabriquons pas ici, on ne peut pas donner un prix fixe. C'est un taux de marge que nous allons donner donc, à l'importateur. D'accord. Merci. Je voulais aussi, dans le même sens, dire qu'en réalité, étant aussi au niveau du ministère, l'instruction a été donnée d'approcher non seulement le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, et de façon collégiale, synergique. Je pense que quelque chose est en préparation pour essayer d'atténuer aussi les prix au niveau de ces différents intrants en faveur bien sûr de nos populations. Parce que ouais, la spéculation au niveau des commerçants, si il n'y a pas cette collaboration synergique qui va en réalité faire face à leur organisation, on aurait tendance à aller dans une situation où on va parler de flambée, de crise, alors qu'en réalité c'est une organisation donnée qui dans sa forme d'action, de spéculation, est en train de nous conduire à cette situation. Alors, vis-à-vis de cette concertation, de cette synergie entre les différents ministères interagissant dans ce domaine, ça va en réalité contribuer conséquemment à freiner, à atténuer, à baisser, à rendre supportable, à soulager les prix vis-à-vis de nos populations. Merci. Merci à vous, Khalifa Zida. On va s'arrêter là. Malheureusement, on a épuisé le temps qui nous était imparti. Le thème, c'était donc la sécurité ou l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Les prix qui ne cessent de grimper. Vous avez proposé en tout cas quelques pistes de solutions à travers donc ce débat. On parle des mobilisations de céréales à l'interne. M. Zida l'a dit. Des pistes pour l'importation également de céréales. Bientôt un arrêté pour les prix des céréales et aussi les prix des intrants. On espère que tout cela permettra de soulager un peu les ménages, sans quoi actuellement c'est un peu chaud dans les ménages comme nous l'avons souligné donc au début. On espère que tout ira bien bientôt. Merci à vous, Khalifa Zida, chef du département suivi et évaluation au secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Merci à Marc Gansoré, secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. Et merci enfin à Moumouni Doulkoum, directeur général de la réglementation et du contrôle des prix
au ministère en charge du commerce. On s'arrête ici pour Ça fait débat. C'est également tout pour 7 jours dans la savane. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Production. La city. Binere, mgomda bife jalege, bonong rem, yikwam tore.
d'aller jusqu'au bout. Balamwa m'tore, tore, 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 tore. Mikwa m'tore, ponere wati kenga tore. Binere mgomla bife jalege, ponongre mikwa m'tore. Tore, 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 tore. Mikwa m'tore, ponere wati kenga tore. Binere mgomla bife jalege, ponongre mikwa m'tore. Tu me connais, je suis le mec romantique. Difficile à faire, du mal à une moustique. Et je réaliserai toutes ces promesses d'amour que je t'aurais chanté en acoustique. Tu m'appelleras quand t'es pas là, mon esprit divague. Hey, tu me feras des gosses à Hassini. Dis-moi oui, ma skinny. Bébé, allez, laisse-moi te toucher. Ne serait-ce qu'une seule fois, un coup. Et au deuxième, tu me diras d'aller jusqu'au bout. Balamwa m'tore, mwa m'tore. Ponere mwa m'tore, mwa m'tore. Binere mwa m'tore. Tore, 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 tore. Mikwa m'tore, ponere wati kenga tore. Binere mgomla bife jalege, ponongre mikwa m'tore. Tore, 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 tore. Mikwa m'tore, ponere wati kenga tore. Binere mgomla bife jalege, ponongre mikwa m'tore. One strong on the track. Woo! Yeah, man, say, I talk high, man. Yeah. Wouhou. Sans travail, tu pleures. Tu gagnes travail, tu meurs. On part en guerre, c'est vrai, mais en vrai, Dieu n'est pas prêt. J'entends des cris de guerre et des sous, on sent la peur. L'ennemi n'est pas loin, mais le voie c'est compliqué. L'adversaire est armé de la tête jusqu'aux pieds. On est super entraînés, ils sont mieux armés que nous. On veut souvent replier, mais les pays comptent sur nous. Mourir est une erreur, on a des enfants derrière nous. Le choix s'impose à nous, soit tu gagnes ou tu perds. On a des morts et des morts qu'on finit pas d'enterrer. On a des victimes à pleurer, nous on est désespérés. Combien de soldats sont tombés à vouloir nous sauver? On a dit qu'ils peuvent, voilà qu'on est en pleurs. Le regret s'impose, le choix n'est pas le bon. Laissez les dirigeants, ça nous fait mal au cœur. Car plus rien ne va, et on veut la solution. Si pour moi y'a demain, la combat pas tarbabla. Ton baba saya yamba, ton fangeta yamba. Y'a un combat pour la taba, si ça pas te va passer. Ton amana wana, il n'a que ma yamba. La patrie ou la mort, nous vaincrons, on le sait, mais pas de la sorte. D'hommes nos combattants, des déplacés de guerre qui n'ont même plus d'abri. Ça pleure, car ils ont tout perdu. Des enfants innocents qui n'ont plus d'avenir. La guerre les a tout pris, il leur reste que l'espoir. C'est comme des prisonniers puisqu'ils n'ont où aller. Le peuple est fatigué, donc tout doit changer. Si pour moi y'a demain, la combat pas tarbabla. Ton baba saya yamba. Ton fangeta yamba. Y'a un combat pour la taba. Si ça pas te va passer. Ton amana wana, il n'a que ma yamba. One day, Wasundo, Yamanse. Que tu sois du sud, de l'est ou de l'ouest, que tu viennes du nord, du centre ou d'ailleurs, que tu sois Moussi, Samo ou Poulotte, on est tous les mêmes, et c'est main dans la main, qu'on avance notre pays, et on part de l'avant. Musulmans ou chrétiens,
On adore les mêmes dieux. On adore les mêmes dieux. On adore les mêmes dieux. Chasser n'est pas la solution. S'asseoir, discuter, causer, c'est ça la solution. Yeah man, big up. Si combat yam demain, la combat pas tar babla. Ton baba zaya yamba, ton fanyeta yamba. Yam combat pour la taba, si ça pas te va passer. Ton amana wana, il n'a te ma yamba. Mariatu funu bongo idan koy digina musu gona ga halhala ne hali adoba ngoga ay kulka mai futu noska kalfat koy ne Mariatu funu bongo idan koy digina musu gona ga halhala ne hali adoba ngoga ay kulka mai futu noska kalfat koy ne Mariatu funu bongo sugona ga buki me na gona ga soso walia agoga haranda sasa kai na